Bienvenue sur le podcast des nouveaux artisans. Je suis Édouard Poisson et je suis développeur web au sein de l'agence Belle Époque que j'ai créée. À travers ce podcast, j'irai à la rencontre de véritables passionnés qui font le web. Vous découvrirez leur parcours, leurs projets, leurs valeurs et leurs anecdotes. Ce podcast a plus largement vocation le partage de nos connaissances pratiques du digital. Aujourd'hui, Benoît Wotchenka me reçoit dans ses bureaux à Bonne Gueule. Il a commencé par lancer le blog de mode masculine Bonne Gueule, pour finir par développer une marque multicanale qui dispose de son propre site e-commerce et de ses magasins physiques. Nous discutons de son parcours et de l'évolution de Bonne Gueule. On revient aussi sur l'impact d'une bonne stratégie de contenu, sur le copywriting, les valeurs de Bonne Gueule et les bénéfices d'une bonne association pour lancer un projet. J'espère que cet épisode vous plaira, quel que soit votre domaine d'activité. Bonne écoute. Bonjour Benoît. Salut. Merci de me recevoir dans vos bureaux à Bonne Gueule. Ouais. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc Bonne Gueule, la mission de Bonne Gueule, c'est d'aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Ok. Donc on le fait via un média. D'accord. Donc via un site qui s'appelle bonnegueule.fr où effectivement là, on fait une tonne de contenu gratuit pour aider les hommes à choisir une chemise, des chaussures, un jean, etc. Et on le fait aussi à travers notre marque de vêtements, qui est d'ailleurs un peu notre business model. Aujourd'hui, on a 4 boutiques, nous on doit à Paris, où en fait on a une marque de vêtements globalement casual chic, comme on dit, donc assez décontractée mais assez urbaine en même temps, Ouais. assez citadine comme on pourrait dire également. Et effectivement, vu qu'on est sans intermédiaire, ça nous permet d'avoir des prix assez compétitifs par rapport à la qualité. En fait, vous, c'est vraiment vous misez sur la qualité, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Ouais, on travaille. On a beaucoup de fournisseurs où leurs seuls clients c'est du luxe et nous en fait. D'accord. C'est des grandes maisons de luxe et. Sauf que vous avez pas les prix du luxe. Non, on n'a pas les prix du luxe, on n'a pas les marges du luxe non plus. Donc, ce qui nous permet de proposer des belles matières à des prix qu'on voit pas souvent pour ce genre de matières. Ouais. Donc, des matières japonaises, des mailles italiennes, des toiles japonaises aussi. Donc voilà. Ok, cool. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours ? Alors en fait, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation, enfin un DUT TC comme on dit. Ok. J'étais à Tours. Ensuite, j'ai fait une école de commerce orientée télécom à l'époque où j'étais, ça s'appelait INT Management. Toi qui es développeur, enfin, ouais, c'est sur le même campus que l'école d'ingé qui s'appelle Télécom Sud Paris. D'accord, ok. Ouais. Voilà, aujourd'hui, elle a changé de nom. Je crois que ça s'appelle IMTS Business School. Et c'est la même entité ou c'est... Ouais, c'est Institut Mines Télécom Sud Paris, je crois. Donc, parce que c'était une école de commerce qui était très accessible. Donc, c'était post-bac ou ça c'était après ton unité, oui. Après, il fallait, je passais un concours et puis j'ai été pris. Puis j'ai fini mes études ensuite pendant un an à HEC Montréal. Ok. Parce qu'il y avait un partenariat avec notre école en fait, tout simplement. Et pour le lancement de Bonne Gueule, t'as fait ça en parallèle de tes études? Ouais, j'ai fait ça quand j'habitais à Tours, quand j'étais en DUT en 2007. Donc à la base, ça a commencé comme un blog en fait, tout simplement. Ouais. C'était une époque où en 2007, il y a plus de 10 ans, il y avait très peu de contenu sur la mode masculine. Ouais, d'ailleurs, l'offre était pas du tout la même. Donc t'avais très peu d'articles sur comment choisir une chemise, très peu d'articles de fond sur le sujet. Et nous, de suite, on a pris le parti d'avoir un ton avec beaucoup de pédagogie, de faire de longs articles, de pas faire d'affiliation, de pas faire des articles sponsorisés, de toujours rester hyper indépendant. Et c'est encore le cas aujourd'hui, en fait. D'accord. Donc de faire de longs articles. Quand tu dis indépendant, c'est dans quel sens ? Pas faire on était pas annonceurs, il y avait jamais de bannière publicitaire chez nous, il y avait jamais d'articles sponsorisés, il y avait jamais d'affiliation. Ah oui. Donc on parlait uniquement de vêtements, ceux dont on voulait parler, qu'on aimait. Vous faisiez pas de pub, des choses comme ça. On ne faisait pas payer par les marques pour parler d'elles en fait. On parlait juste des marques qu'on kiffait. Et je pense que ça a beaucoup aidé à notre succès en fait. Ouais. Parce que à l'époque, qu'est-ce qui existait comme à l'époque, t'avais comme un camion. Non, t'avais comme un camion, t'en avais quelques autres, mais c'est vrai que le business model, c'était tout ce qui concernait l'affiliation. Ouais. C'est-à-dire que quand un blog postait un lien vers un vêtement qui recommandait ce vêtement, et il touchait une petite commission par exemple, sur un jean vendu 100 €, il touchait une commission, je sais pas moi, autour des 8 €. D'accord. Aujourd'hui, c'est le genre de business model, en tout cas, j'ai l'impression que les blogs en mode masculin, il y en a plus tellement, donc c'est un business model qui c'est un peu moins courant qu'avant, j'ai l'impression.
Pourquoi? Enfin, à ton avis? Parce qu'il y a eu l'effet Instagram aussi, où je pense qu'effectivement, ça prend le pas, aujourd'hui, les influenceurs masculins, entre guillemets, se font payer au poste, par exemple. Mais c'est pas du tout le chemin que nous, on veut emprunter. Nous, c'est vraiment continuer. On veut pas avoir de compte à rendre à une marque en étant payé par elle. Ouais. C'est pas possible. D'accord. Et, ok. Et c'était quoi, au début, les difficultés que t'as pu rencontrer dans la création de Bonne Gueule? Ouais, faut savoir que Bonne Gueule existe depuis 2007, mais on l'a monétisé en 2011. Donc il y a eu 5 ans où c'était un hobby parce que j'étais étudiant, j'ai fini mes études en 2012. Les difficultés qu'on a pu rencontrer, qu'est-ce qu'il y a pu avoir? Déjà, il fallait... Sur la partie blog média, ça n'a pas été le plus dur, en fait, de monétiser. On a commencé à se monétiser en lançant un e-book à 27 €. D'accord. Et ça, c'était rentable au début? Ouais, c'était sur 2 ans, ça il a généré à peu près, je sais plus, je crois que c'est 120 000 €. Il faut. Ah, quand même. À chaque fois, on me pose la question, à chaque fois, je me dis tiens, il faudrait que je revérifie le chiffre. C'est 120 ou 150 000 € sur 2 ans. Sur un e-book, c'est bien. Donc, sachant que t'as pas de stock, c'est du numérique, on n'avait pas de bureau. Enfin, Geoffrey était encore en poste, moi étudiant, donc c'est l'argent qu'on a pu mettre de côté. Et quand j'ai fini mes études à HEC Montréal et que je suis revenu à Paris, on a pu se payer de suite, quoi. Ouais, on n'a pas eu besoin de lever, en fait. Donc la monétisation, elle s'est bien passée. Ensuite, je dirais qu'on a commencé à faire des collaborations avec des marques de vêtements. Où en fait, on décidait on allait voir une marque de vêtements, décider d'un produit qu'on allait faire ensemble. Nous, on s'occupait de la partie entre guillemets style, c'est-à-dire on disait, voilà, nous notre ADN c'est ça, on veut tel genre de coupe, tel genre de tissu. La marque s'occupait de la partie production et nous, on faisait une belle opération de communication aussi. Ça a bien marché. Là, les difficultés, ça allait. Ça ensuite, je dirais que c'est plus au niveau de la scalabilité où ça a été quand il a fallu grossir en fait, c'est il a fallu grossir, les problématiques de BFR, financer le stock, monter une équipe. Ouais, parce que comme vous vendez des produits, donc en fait ce que vous achetez en amont, c'est ça les produits. Donc c'est un maintenant qu'on a des permanents, parce que maintenant on fait plus on fait quelques collabs mais beaucoup moins qu'avant, mais surtout on a notre propre marque de vêtements. Ouais. Donc on a un stock de permanents, tu vois, qui tourne, donc c'est des problématiques classiques et sur une boîte en croissance, le BFR, le besoin en fonds de roulement, c'est un sujet qui est clé parce que il faut sans arrêt, en fait, t'as besoin de cash pour financer tes stocks qui te permettront de grandir. Ouais. Mais comme effectivement tu payes c'est pas la grande distribution, quoi, tu payes pas à 120 jours une fois que t'as vendu ton produit. Ouais. Donc la structuration financière, même la structuration tout court, ça a été, je pense, un challenge pour nous. Parce que moi, comme j'ai l'habitude de dire, à la base, je suis pas du tout entrepreneur, mais de pension fonctionnaire. Donc, monter une boîte, je savais pas comment ça marchait, quoi. Je savais pas comment on fait pour monter une équipe, pour la recruter, la motiver, pour la garder, pour créer un collectif. Je savais pas tout ça. Justement, par rapport à l'équipe, parce que vous étiez 2 à la base, c'est ça? Ouais. Tu peux refaire un peu l'historique, justement. Alors, la vraie histoire, donc en 2007, j'ai fait un essai avec un ami en juillet 2007 avec un ami qui s'appelait Baptiste. Ouais, ok. Sauf que Baptiste, en septembre 2007, donc un mois plus tard, il a commencé sa prépa. D'accord, donc il avait pas le temps, en fait, donc il m'a filé son ordinateur portable, il m'a dit, écoute, Benoît, j'ai plus le temps, j'ai pas le temps, donc je te file mon ordinateur portable, je serais pas tenté d'aller dessus, je serais obligé de bosser. Donc il est resté qu'un mois sur le projet. Ouais. Baptiste, aujourd'hui, ça reste toujours l'un de mes meilleurs amis. Puis ensuite j'étais seul et j'ai rencontré Geoffrey en 2010, on a commencé à travailler ensemble en 2011. Ok, mais tu l'as rencontré comment, à l'école ou... Alors c'est assez marrant parce qu'en fait il y a un blog d'ailleurs qui existe toujours que j'aime beaucoup qui s'appelle Parisien Gentleman. Ouais, je connais. Ouais, qui est un blog c'est un peu le Bonne Gueule mais sur le costume et le beau soulier. Sur l'art tailleur, quoi, et un jour il écrit un article sur un blog qui s'appelle Toga Picta. D'accord. Il y a un nouveau blog qui s'est lancé sur le style masculin, souhaitons-lui bonne chance et tout. Donc moi j'arrive, je clique sur ce blog qui s'appelait Toga Picta et je vois que l'auteur en question, il y avait son CV. Je regarde le CV et je m'aperçois que c'est celui de Geoffrey qui avait fait la même école que moi. Mais il avait 2 promos d'avance que moi, donc on s'était jamais croisés. Et des mecs qui mettent la mode dans notre école, il y en avait vraiment pas beaucoup. Ouais, c'était pas... Donc du coup, je lui ai envoyé un message sur Facebook, je lui ai dit écoute, salut, je m'appelle Benoît, j'ai un site qui s'appelle Bonne Gueule, j'ai vu que t'aimais la mode aussi, est-ce que ça te dit qu'on se rencontre? Et puis on a commencé à sympathiser, et puis du coup c'était en janvier 2010, on s'est rencontrés quasiment 9 ans plus tard là. Et après vous avez commencé comment? Par écrire des articles, c'est ça? Oui, il m'a rejoint, on a écrit des articles tous les deux, on a fait le Bonne Gueule, l'e-book.
Ouais. À deux. Ouais, puis on a commencé à développer. Moi j'étais étudiant jusqu'en avril 2012. Lui, il a démissionné de son job à l'automne 2011. Ah oui, parce que comme il était au-dessus de toi, en fait. Ouais, il était déjà en poste du coup, pendant 6 mois, il était à Paris, moi j'étais à Montréal, donc pendant 6 mois, il a développé Bonne Gueule. Il a posé les bases de notre réseau. Parce que Geoffrey, c'est quelqu'un qui est très entrepreneur, qui a vraiment ce côté business développement. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire. Donc vous êtes un peu complémentaires. Ouais, moi je m'occupe vraiment de la partie contenu et vêtements. Et aujourd'hui, Geoffrey s'occupe plutôt de la partie stratégie, marketing, acquisition. D'accord. C'est celui qu'il aime beaucoup. Et ouais, toi donc au niveau du contenu, c'est toi qui gère tout ça. Et alors j'ai un rédacteur en chef, effectivement, parce vous que êtes agrandi, ouais. Je suis un très mauvais planificateur. J'ai beaucoup de mal à faire arriver le train à l'heure. Donc c'est Christophe avec qui je travaille, et c'est Christophe qui gère vraiment le pôle éditorial, et c'est moi je le nourris comme je peux avec mes impressions, mes avis, parfois mes contenus. Et je m'occupe aussi de la partie produit, mais j'ai un chef produit avec ça, donc Julien qui s'occupe de toute la partie. Moi j'arrive et j'ai le beau rôle, parce que j'arrive, je m'assois à une table, Julien il m'a déjà sélectionné des matières, et je dis bah ça c'est sympa et tout. Et c'est Julien qui s'occupe avec Charlotte, qui est son assistante, qui s'occupe de toute la partie production, fournisseurs, atelier, etc. Donc j'ai la partie moi la plus facile entre guillemets. Et sur le site, ça se passe comment? C'est au niveau de la gestion du site. Parce que parce que tu peux rappeler un peu toutes les activités de Bonne Gueule. Enfin, parce que vous avez plusieurs. Vous avez le site. Ouais. Vous avez qui est un blog, qui est un média. Ouais. Vous avez la boutique e-commerce. Ouais, tout à fait. Et vous avez des boutiques physiques maintenant. Voilà, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de gens qui croient qu'on distribue d'autres marques. Mais non, enfin, on a notre marque qui s'appelle Bonne Gueule, avec Bonne Gueule marquée dessus, et c'est vraiment notre marque à nous. C'est juste que vous parlez de manière transparente de toutes les marques, c'est exactement. ça? Ouais. Moi, à la base d'être entrepreneur, je suis un passionné de vêtements, donc c'est important que Bonne Gueule continue à parler de plein d'autres marques. Ouais. Donc c'est peut-être un peu ça qui mène à une certaine confusion, mais on est en train de travailler dessus. Donc il y a le média. Et les gens en même temps, ils apprécient ce côté-là aussi. Exactement. Non, c'est ce côté vrai. C'est la passion, c'est le partage. On parle de vêtements, pas seulement de notre marque. Franchement c'est cool. Ouais. Donc il y a la partie média où il y a un pôle éditorial il y a Jordan, moi, Nicolo, Christophe, David, donc on est et Michel, donc on est 6. OK. Puis ensuite t'as la partie e-shop. Donc là c'est toute l'équipe de c'est transverse, t'as l'équipe de Geoffrey, t'as la partie logistique, t'as la partie opération, t'as la partie responsable, la partie retail. Donc t'as le média, l'e-shop et la partie retail où là c'est les 4 boutiques. Les 4 boutiques physiques à gérer, donc 2 à Paris, une à Lyon et une à Bordeaux. OK. Cool. Et j'imagine qu'avec tout ça, t'as dû apprendre pas mal de choses. C'est quoi ce que t'as appris? T'as un peu appris sur le tas aussi, j'imagine. Ouais, tout. J'ai dû apprendre j'ai commencé à apprendre le web marketing. Ouais. Comment est-ce qu'on écrit une page le copywriting, quoi. Comment est-ce qu'on écrit une page de vente? Comment on présente un produit? Comment on l'explique? Comment on le fait tout en restant honnête et sincère? Surtout que là-dessus, vous êtes vraiment bon sur cette partie-là. Tu l'as pas dit, mais même, je crois que j'avais lu un livre de marketing de Olivier Roland. Où il y a justement, et il parle de votre site justement. On nous a mis Olivier. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un mec en or. Et justement, tu peux en parler un petit peu de ça, de cette optimisation, ça vient de toi aussi? Je me suis beaucoup formé sur tu vois, vendre un PDF à 27 €, ça se vend pas comme ça. Oui, les gens, ils vont pas mettre 27 € non plus, s'il y a pas de valeur, et si c'est pas un peu attrayant, quoi. Donc, j'ai dû apprendre à créer de la valeur, à créer du contenu de qualité, je l'espère, en tout cas, à packager ce savoir pour en faire une offre payante. Qu'est-ce que j'ai dû apprendre encore? Animer, ça c'est très important, animer une mailing list. C'est-à-dire ça là-dessus comment on récolte les mails. Une fois que le mec il s'inscrit, quel mail on va lui envoyer pour apporter de la valeur, pour l'aider. Donc toute cette partie web marketing, c'est vraiment c'était vraiment du marketing appliqué ce qu'on appelle aux infoproduits, aux produits d'information. Comment est-ce qu'on fait un lancement de produit justement? Quelle est ta séquence de lancement? Quel mot tu peux utiliser? Comment? Donc j'ai dû apprendre ça. J'ai dû apprendre aussi la partie produit aussi. Comment on fait une chemise? Parce qu'au final t'étais passionné, mais tu connaissais rien dans tout ce qui est la création d'un. J'avais une connaissance côté client, tu vois. Mais
avoir enfin entre guillemets, savoir ce que tu veux en chemise, avoir son goût à soi, ses influences, et créer une chemise, il y a un gap quand même entre les deux. Donc j'ai dû apprendre comment on choisit un tissu, comment on fabrique un vêtement. J'ai dû apprendre la partie produit vraiment dans le dur. Ouais. Ensuite, j'ai dû apprendre le management. Je suis toujours en train de l'apprendre parce que je pense que c'est un apprentissage qui s'arrête jamais. Parce que là, tu gères donc une équipe qui... Aujourd'hui, chez Bonne Gueule, on est 37. Ouais, c'est quand même beaucoup, ouais. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Vous avez évolué de quelle manière? C'est assez linéaire ou j'ai l'impression que c'est linéaire un peu votre évolution parce que c'est quand même assez linéaire. Vous avez eu le blog, vous avez ensuite eu les collaborations, le e-shop, après la boutique. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez, effectivement, c'est assez fluide. Toujours un pas l'un après l'autre. Ouais. On a vraiment évolué comme ça. Donc, il a fallu apprendre le management, il a fallu apprendre, là, en ce moment, on est beaucoup sur des problématiques liées au branding. Parce qu'on a un peu fait les choses à l'envers, tu vois, on est parti du produit pour demander ensuite qu'est-ce que c'est que la marque Bonne Gueule. Donc là c'est comment, mais une marque c'est quoi tout simplement, quel ton elle doit avoir, comment on pense une marque, comment est-ce qu'on la rend facilement compréhensible, comment on lui donne de la personnalité, enfin il y a toutes ces choses là. Ouais, et puis la communication, parce que t'en as pas parlé, mais vous avez fait des pubs aussi dans le métro. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est venu comment, là, comment vous en êtes arrivé là? Parce que vous êtes plutôt du web, donc c'est marrant d'aller sur, justement, de passer alors, faire des pubs dans le métro. Enfin, c'est vrai que nous, on a bien testé les choses chez Bonne Gueule et on avait quelques collègues, quelques confrères entrepreneurs qui l'avaient déjà fait. Qui en étaient plutôt contents. Ok. Donc ça c'est vraiment, typiquement là, tout ce qui est acquisition, c'est Geoffrey qui s'en occupe. D'accord. Donc Geoffrey il a pris son téléphone, il a appelé nos collègues qui avaient déjà fait de la pub dans le métro. Alors est-ce que pour toi ça a marché? Ok. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche bien? Les erreurs à pas faire, etc. Il a fait ses devoirs en fait. Et c'est comme ça qu'on s'est dit finalement ça vaut peut-être le coup d'essayer. D'accord. Et donc c'est quoi les résultats? Enfin c'est alors bon, forcément c'est dur c'est dur à quantifier, ça on le savait, mais globalement c'est positif. On a eu des clients qui sont venus à la boutique qui ont dit moi je suis venu parce que je voulais découvrir dans le métro. Je crois que c'est encore un tout petit peu tôt, mais alors c'est vrai qu'il y a un indicateur, enfin le chiffre d'affaires de toute façon l'automne chez nous c'est toujours une période où le chiffre d'affaires augmente. Augmente beaucoup. Après, c'est un peu pour tous les commerçants, non? Avec le Noël, etc. Non, pas forcément. Non, franchement, le textile en France, ça va pas très bien. Je crois qu'il y a un recul de moins de 3%. Donc c'est un marché qui est en décroissance. D'accord. Et nous, on était en forte croissance. Donc ensuite, dans quelle mesure est-ce que c'est dû ou pas la campagne de métro? C'est difficile à dire, mais c'est clair qu'il y a eu un impact positif. D'accord. Et vous avez fait aussi des campagnes AdWords, des choses comme ça sur Internet ou on fait l'acquisition payante. Là, on a recruté une responsable depuis cet été. Sur du Facebook Ads, sur du AdWords, elle essaye de faire des pubs YouTube, du Pinterest, etc. parce que elle est très forte pour faire de l'acquisition de clients, mais tout en gardant un beau retour sur investissement. C'est vraiment son savoir-faire à elle. D'accord. Tout en préservant l'image de marque. Ouais, parce que parfois ça peut vite on peut vite tomber dans des trucs trop faire de l'acquisition bourrine, sale, mais c'est pas tout ce qu'on veut, vraiment. Ouais. Ok. Et sinon sur votre évolution aussi, j'aimerais bien savoir sur au niveau de la communication justement parce que vous à la base vous faisiez que des articles. Comment ça a évolué un peu avec tous les nouveaux médias, etc. Et si tu peux en parler. On continue à faire que des articles. Faites aussi des vidéos quand même. Effectivement, on a une chaîne YouTube, on a à peu près 67 000 abonnés, je crois. Donc on est content. Non, la vidéo c'était vraiment. En 2018, tu peux pas ne pas faire de vidéo. En tant que média. Et puis c'est vrai que nous, ça nous permettait aussi d'avoir quelque chose de plus incarné, de plus humain, de plus authentique, de plus proche, en fait. Parce qu'on voit quelqu'un, quoi, tout simplement, qui parle. Donc c'était vraiment important pour nous de le faire. Au contraire, parce qu'on voulait pas, à mesure qu'on grandissait, perdre cette proximité qu'on avait avec nos lecteurs. Donc on continue toujours à répondre très longuement à leurs commentaires, que ça soit dans les commentaires ou dans les. Ouais, c'est vrai que je crois que tu disais même dans une newsletter l'une des dernières que vous preniez vraiment le temps, ou un de tes collègues qui prenait le temps de répondre à pas mal de monde. En fait, et qui aimait bien avoir les retours. Et justement, c'est ce que on se nourrit beaucoup des retours. On a une boîte où vraiment le feedback est hyper important. Donc on utilise Slack que tu dois très bien connaître. Bien sûr. Voilà, dès que les boutiques, je sais pas, ils ont un vêtement, ils ont un retour d'un client, nous le font remonter, et inversement, quand moi j'ai par exemple,
quand je reçois un mail d'un mec qui est super content de son passage en boutique, à chaque fois systématiquement j'envoie ce retour aux boutiques Ouais. pour leur montrer que ça a du sens. Donc Ça motive dans le management exactement. aussi, Ça donne ça du motive de savoir que notre travail apporte quelque chose et tout est positif. à fait. Ouais, exactement. Ils voient vraiment que ils sont pas là juste pour vendre, ils sont là parce qu'ils pour faire ils apportent ils font du bien aux gens, quoi. Les gens sont contents, tu vois. Ils apprécient ce moment en boutique. Ils sont pas là, putain, c'est chiant, c'est surchauffé, il y a trop de monde et tout. Les vendeurs sont pas sympas. Non, c'est pas ça. Et tu penses que c'est un peu ça qui a fait le succès de Bonne Gueule? Je pense que la bienveillance, c'est une valeur qui est vraiment très clé chez Bonne Gueule. Et je crois que paradoxalement, j'ai mis du temps à m'en rendre compte que ce qui a été aussi importante que ça, parce que quand on dit que la bienveillance est une valeur clé, j'ai l'impression d'être très bateau, tu vois. Ouais. J'ai l'impression de dire, oui, encore heureux que c'est une valeur clé. Ouais. Mais chez nous, ça l'est vraiment. C'est vraiment, tous ceux qui ont fait d'autres boîtes qui arrivent chez Bonne Gueule, ils nous disent, mais effectivement, nous, avant, effectivement, dans nos anciennes boîtes, le mot bienveillance était inscrit sur les murs. Mais là, chez vous, c'est vraiment vrai, quoi. C'est une vraie valeur qui compte. Vous avez d'autres valeurs aussi Ouais, il y a la pédagogie, c'est vraiment important pour moi, cette envie de transmettre, de vulgariser, d'expliquer, c'est hyper important pour moi de pas prendre le client pour un con en fait. Hein. Ouais. Même sur des produits compliqués. Vous aviez même fait, je crois que c'est Geoffrey qui a fait une vidéo sur la chaîne YouTube où justement, il explique super bien. Exactement. Tout. Geoffrey s'attaque à des sujets très pointus. Très pointus. Comment est-ce qu'on détermine les stocks d'une marque, ça. comment une marque choisit ses prix, parce que comment ça se passe les marges dans le prêt-à-porter. Il explique toutes ces choses-là et c'est hyper important parce que c'est des sujets où on pourrait se dire non, le client il n'a pas à comprendre ça, c'est trop compliqué pour lui, et pas chez Bonne Gueule. Chez Bonne Gueule, c'est comme je dis, c'est passion pédagogie, donc les sujets compliqués, on n'a pas peur de les expliquer. D'accord. Donc il y a la bienveillance qui est hyper importante aussi chez nous, la passion aussi, c'est important d'aimer ce qu'on fait, la générosité aussi. Ouais. Et le partage, tu vois, le fait de partager de la connaissance, de pas se dire je connais cette marque, j'ai découvert cette marque, je vais la garder pour moi, tu vois. Je connais là j'ai accès à ces connaissances là, je vais les garder pour moi, comme ça tout le monde va me prendre pour un ouf. Et vous avez des bons rapports avec les autres marques, j'imagine, parce que vous forcément parce qu'on fait des sujets de fond sur elles. Quand elles font de la qualité, bien sûr. Souvent quand on fait un article de fond sur une marque, la marque elle nous dit mais jamais on avait écrit un article comme ça chez nous, sur nous. Jamais on avait aussi bien compris ce qu'on faisait. Alors que tu vois, on essaie toujours de garder un esprit critique, de dire parfois ce qu'on apprécie moins, mais non, on essaie vraiment on a des bonnes relations avec les marques et nous apprécient beaucoup. Et vous faites aussi d'autres choses comme du relooking, des choses comme ça. Alors, on faisait de la prestation de service, mais on le fait plus parce que c'est compliqué à scaler. Ouais. Tu vois, déjà c'était Geoffrey et moi qui on le faisait. C'était au début, c'était peut-être c'était très bien pour de la trésor, mais tu vois, c'était une journée de repérage, une journée de prestation, c'est 2 jours où tu fais rien, quoi. Ouais. Donc, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui tes journées elles sont un peu rythmées comment Alors aujourd'hui une journée type ça ressemble à quoi alors qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui donc ce matin j'étais à Bordeaux parce qu'hier soir on a fait le repas de Noël avec l'équipe de Bordeaux. Ouais. Donc dans le train, j'ai traité quelques mails, je suis allé sur le forum de Bonne Gueule. Sur le forum vous l'animez, c'est ça? Ouais, c'est pas nous qui le modérons parce qu'il est vraiment immense, mais on répond à certaines questions sur la marque Bonne Gueule. J'ai écrit le script de ma vidéo que j'ai tourné cet après-midi en arrivant. C'est sur quoi c'était sur comment les marques de luxe te rendent accro. D'accord. Quel levier j'utilise. Ensuite, on avait un rendez-vous avec la BPI, donc je suis rentré. Et là, qu'est-ce que j'ai ensuite, j'ai traité quelques mails. Ensuite, il y a toi. Puis après, vu qu'on a fait un beau lancement ce week-end, on va boire quelques bières. Le lendemain, je crois qu'à 10h, j'ai un rendez-vous chez une éditrice pour accompagner un ancien stagiaire que j'aide un peu pour la publication de son livre. Ensuite, je crois que j'ai un déjeuner. Ensuite, je pars à Lyon pour le repas de Noël. Ouais, donc c'est assez varié. Ouais, c'est très varié. Vendredi, j'ai une réunion avec mon chef produit, j'ai une réunion édito. Comment tu t'organises Alors, je suis pas le meilleur, mais ça se fait simplement, quoi. Ouais. Mais je pense que j'ai beaucoup de gains de productivité à aller chercher sur mon organisation personnelle. Tu vois, il faut que je me ménage plus des vrais horaires
dédié à l'écriture, à la création, tu vois là. Parce qu'en fait, tu fais ça un peu quand t'as l'inspiration ou Et quand t'as le temps. Ça, il faut pas. Ouais, et ça, il faut pas. Il faut, tu vois, dès que tu commences s'obliger, à en traiter fait, tes mails, ouais. tu tombes dans un espèce de vortex. Alors qu'en fait, le matin, je devrais toujours commencer par 2 heures d'écriture. Et la midi, bah, comme toi, je vais à la muscu. Parce que ça fait beaucoup de bien. T'y vas souvent? Ça dépend. Minimum, franchement, c'est 3 fois par semaine, mais là, je suis repassé à 4 fois par semaine et peut-être même 5 fois. Ouais, c'est pas mal déjà. Ça dépend. Le samedi matin, j'aime bien faire la séance bras parce que c'est la séance plaisir. Et tu fais, t'as d'autres activités encore à côté? Non, mon gueule me prend déjà pas mal de temps. Donc, entre ta vie sentimentale, ta vie avec tes potes, en gros, ouais, le sport, c'est, ouais. tu vois, c'est. T'arrives à caser le sport, Ouais, le midi. Ouais, Mais le tu midi, vois, des fois, je rentre du bureau, il est quoi, à 20h, 20h30, parfois même 21h. Donc, ouais. le soir, finalement, t'as besoin de te ressourcer. Ouais, c'est normal. Donc, voilà. Ok, cool. Comment tu vois l'évolution de Bonne Gueule? C'est une vaste question. Comment je la vois Mais c'est vrai qu'on doit clarifier notre message. Ça, c'est clair. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'il y a des mecs qui nous disent qu'ils nous suivent depuis des années et qui ne savent pas qu'on est une marque de vêtements. Ah oui. Et ça, alors ceux qui savent qu'on est une marque de vêtements, moi, ils me croient pas quand je leur dis ça. Et mais ouais, il y a vraiment. Parce que pourquoi ils vous croient pas? C'est parce qu'ils ont été habitués au blog, C'est une énigme parce que tu vois, il y a entre le teaser qui arrive, les articles de présentation de la marque, etc. Enfin, en fait, vous êtes tellement transparent et vous parlez tellement des autres marques il y a des ouais, donc que peut-être on vous voit même pas. Ou sinon, ils pensent qu'on a des boutiques, mais c'est pour distribuer d'autres marques. Ouais. Donc c'est très curieux et il faut absolument qu'on corrige ça. Et comment t'as une idée de comment le corriger? Ouais, c'est justement que c'est un travail sur le branding, sur la communication, la clarification du message. Et c'est vrai qu'on est, entre guillemets, on a une approche un peu assez bon élève, on va dire. Ouais. Tu vois, dans la manière on est très propre, tu vois, dans notre manière de concevoir notre marque et dans nos boutiques aussi. Et il faudrait qu'il y ait plus d'aspérité, plus de singularité, en fait. Plus, qu'on soit un peu plus différencié. Parce qu'au niveau même du style, par exemple, ça pourrait être ou pas forcément, vous voulez rester quand même sur du classique. Ouais, au niveau du style, je trouve qu'on est de plus en plus sur des matières assez vraiment uniques. Hein, vraiment, par exemple, qu'est-ce que là, bah tu vois, le pull que je porte, c'est un pull avec du yak et de la laine mérinos. Ouais. Et je connais très très peu de marques à part nous qui utilisons un tel fil, une telle maille, surtout au prix où on le propose. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, mais c'est vraiment sur sur la perception de la marque qu'il faut qu'on travaille. Donc il y a ce chantier-là. La partie retail physique aussi, je pense qu'on a encore on a vraiment des super conseillers en boutique qui font un boulot mais incroyable, notamment pour les lancements. Là-dessus, il y a vraiment rien à redire. Et je pense aussi qu'il faut sur la présentation de nos boutiques, la décoration, l'agencement, on peut aller chercher des choses pour avoir quelque chose d'encore plus mémorable et de plus singulier, de plus propre à nous. Ouais, en fait, en gros, ça serait travailler vraiment sur l'identité. Exactement. Et que ça se distingue de peut-être d'autres marques qui existent aussi. Enfin, exactement. Ouais. Tu vois, des marques plus. Ouais. Là, nos boutiques, elles sont cool, mais je pense que si tu caches Bonne Gueule, ça peut être une boutique d'une autre marque. Alors que quand tu vas chez Sud Supply, tu sais que t'es chez Sud Supply. Quand tu vas chez, je sais pas, enfin, tu vois, on veut quelque chose de plus mémorable. C'est pour la suite, ça. Exactement, c'est le grand chantier 2019. Et sur la partie site, justement, ça pourrait t'impacter aussi, ouais. La partie site, il y a un gros chantier ici, un très très gros, puisqu'en septembre on a changé de RP. D'accord. Et ça s'est pas bien passé du tout. Ah mince. Ouais, et là on en fait encore les frais, donc. RP, si tu peux expliquer rapidement pour les gens qui connaissent pas. C'est un espèce de, c'est plutôt toi qui est plus calé que moi, mais je vais essayer de l'expliquer. C'est un espèce de méga logiciel qui gère un peu tout, quoi, qui gère les stocks, les marges, les ventes, la compta, enfin qui connecte tout, quoi, l'e-shop au logiciel de comptabilité, au logiciel de stock, etc., au logiciel avec le logisticien. Et là-dessus, donc ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Voilà, ça s'est mal passé. Vous changez de prestataire, en fait. On sait pas encore trop, c'est pas trop ma partie. Pour le moment, on travaille encore avec eux. On co-développe avec une solution, mais d'accord. Donc vraiment sur le back office, il y a un gros chantier, et sur la refonte du média aussi. Je pense aussi qu'on a des choses un peu améliorées au niveau de l'expérience de la lecture. Ah oui. Ouais. Pourtant vous êtes, c'est plutôt quand même bien optimisé, non? Ouais, mais il y a des petites choses, des petites fonctionnalités qu'on aimerait bien se pencher dessus.
Et la partie e-commerce, La partie commerce, elle fonctionne bien. Ouais, enfin, à part ce problème de RP, mais l'eShop a fait une refonte en septembre. Donc, Oui. il manque encore quelques fonctionnalités à cause de l'ERP qu'on n'a pas pu encore remettre, mais j'espère que ça va vraiment vite se résoudre. Et on réfléchit pourquoi pas à recruter un vrai développeur back-end, je crois qu'on dit comme ça, en interne chez nous, justement. Back, ouais, pour la partie, voilà, pour l'interconnexion entre tous nos systèmes, en fait. D'accord. Ok, parce que là, vous travaillez avec une agence, c'est ça? Bah là, notre agence web, ça s'appelle Axom, c'est une agence web, mais oui. Son métier, c'est pas de faire de l'ERP. Hein. C'est pas eux qui ont développé l'ERP avec qui ça s'est pas bien passé. Mais on a besoin vraiment, je pense, de quelqu'un vraiment au quotidien avec nous pour qu'il puisse bien comprendre tous nos enjeux, en fait. Ok. Et comment tu vois l'évolution de la mode de manière générale, même pas forcément de bonne gueule, mais... Ouais, je comprends. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on assiste à vraiment un tournant. Enfin, mais c'est peut-être, ça doit faire chaque année que je dis ça. Pourquoi? Parce que déjà, les marques qui ont business model classique aujourd'hui, c'est compliqué pour elles. Aujourd'hui, tu peux plus. Enfin, moi, je trouverais trop compliqué de lancer une marque en partant de zéro, en ayant ce business model classique où tu vends à d'autres boutiques, à des multimarques, et puis voilà quoi. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, tu es obligé d'avoir un business model un peu innovant, donc que ce soit de la précommande, des marques intermédiaires. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur nous, en tout cas, on le voit, est devenu extrêmement exigeant sur l'explication du vêtement. Il veut tout savoir, tout comprendre, quel fil utiliser, etc. Et surtout sur la partie vraiment éthique, environnementale. Ça, vraiment, cette année, on a eu une explosion. Est-ce que les gens ils sont prêts à mettre le prix, tu penses, ou ils veulent toujours, c'est toujours pareil, ils veulent à la fois la qualité, et en même temps j'appelle la schizophrénie du consommateur, où le mec il veut que ça soit fait en France par des ouvriers bien payés, mais ça il veut être livré en 24 heures avec les frais de port gratuits, et ça il veut l'acheter en solde à moins 40%. Mais je pense que les choses sont en train de changer dans le bon sens par rapport à ça, justement. Ouais, que les gens vont peut-être acheter plus quali, peut-être moins de vêtements, mais plus de la qualité. Exactement, et que ça dure. Ils sont de plus en plus exigeants c'est un peu ce qui s'est passé avec la bouffe, hein, finalement, tu vois. Ouais. On veut du local, on veut du bio, on veut de la traçabilité. C'est pour le vêtement, c'est pareil. Okay. C'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Et pour des marques qui n'ont pas su s'adapter, qui ont un business model très classique, pas très différencié, là, ça va être compliqué pour elles, à mon avis. Ouais. Est-ce que tu penses du coup que c'est aujourd'hui pour se lancer, c'est un peu, c'est quand même plus compliqué avec toutes les marques qui existent, parce que j'ai l'impression qu'il y a clairement, si tu gagnes l'argent, c'est pas la mode, hein. Il y a trop de marques. Enfin, à votre époque encore, quand vous êtes lancé, peut-être c'était un petit peu moins. C'était au moment où ça a un peu explosé, mais maintenant effectivement le marché est un peu plus encombré, et c'est vraiment quelque chose. Soit tu le fais par passion, soit tu le fais pas. Mais même quand tu fais par passion, c'est pas facile. C'est sûrement pas une industrie où il y a de l'argent facile. En tout cas, nous, en tant que jeune marque. Ouais, parce que tu le disais, vos marges, elles sont pas non plus, elles sont assez faibles. Et puis après, soit on est du grand luxe, mais j'imagine le grand luxe, c'est... Aujourd'hui, c'est une vraie marque de luxe. Ouais, c'est... Enfin, c'est possible, mais pas sur un business model classique, je pense. Et il faut vraiment avoir un produit, hyper singulier. Ok, est-ce que tu as des conseils pour des gens qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat sachant que la base, moi je suis pas le plus entrepreneur, c'est compliqué de répondre, mais honnêtement, bien s'entourer. Vraiment bien s'entourer, moi ça a été vraiment clé. C'est ça qui a été important. Je sais pas si ça va être comment dire, si les gens vont bien comprendre ce que je vais dire, mais il faut s'arranger pour créer une vie sur laquelle les gens de valeur ont envie d'entrer dans cette vie-là que vous allez créer autour de vous. Parce que moi, on a toujours été trop bien entouré, des gens qui nous ont trop bien aidés, super bien coachés, etc. Ouais. Donc, parce qu'au début, pardon de te couper, au début, vous pensiez, Bonne Gueule, vous pensiez que ça allait, tu pensais pas que ça... J'avais aucune idée d'où ça allait. Aujourd'hui, j'ai une vie que j'aurais jamais, que j'aurais jamais imaginé avoir. Parce que t'imaginais pas lancer une marque... pas du tout, pas du tout. Moi, je voulais juste vivre de ma passion. Ouais. Tu vois, à la limite, si on était resté à vendre que des e-books, ça me serait allé, quoi. Et je voulais pas de salarié. C'était la seule chose que je voulais. Et que là, aujourd'hui, on en est là, je pensais pas du tout que ça allait aller jusque là. Ça, c'est clair. Ouais. Et c'est en t'entourant, au final, et en rencontrant les bonnes personnes aussi. Exactement. Bien s'entourer, être généreux aussi, donner, sans attendre de recevoir, ça paie toujours. Ouais. Ça paye toujours. Et vraiment, c'était, bien s'entourer, quoi. Attirer les bonnes personnes. Vraiment, et j'invite tout le monde à se demander, mais comment est-ce que je peux attirer les bonnes personnes? Voilà, et puis il y a des personnes qui vous ont aidé, par exemple, est-ce que vous avez pu lever des fonds, des choses comme ça, grâce à certaines personnes?
Mais par exemple, on est allé au réseau Entreprendre, on a été admis, et là-bas on a rencontré un coach, François, qui nous a trop bien aidé. Et après, une fois qu'il n'était plus coach chez nous, qui est devenu investisseur et qui a ramené ses amis, et c'est comme ça qu'on a pu faire une levée de fonds avec des gens. Et parmi ces investisseurs, t'avais l'ancien directeur financier de Airbus. D'accord. Donc forcément, quand t'as des questions sur les finances, c'est hyper précieux d'avoir quelqu'un comme ça. Oui, ici, oui. Donc vraiment bien s'entourer, apprendre à bien networker. Geoffrey est très fort pour ça. Et vraiment bien apprendre le copywriting, ça c'est hyper important. Comment raconter son produit, comment le vendre. Ça, c'est mais là-dessus, sur le copywriting, justement, tu disais que t'avais fait une école de commerce, ça a dû t'aider un petit peu. Non, t'apprends pas ça en école de commerce. Alors, t'as plein de ressources sur Internet sur comment apprendre le copywriting, parce que tout le monde est persuadé de savoir correctement écrire pour présenter un produit, mais c'est pas le cas. Donc l'art de la vente, entre guillemets, l'art de raconter, d'expliquer correctement le produit, c'est hyper important. Et ensuite, faut lire des livres. T'auras un conseil justement sur le copywriting, enfin juste une astuce ou... Ça demande une très bonne compréhension de ce qui se passe dans la tête de son prospect. C'est quoi ses problèmes, D'accord. c'est quoi ses points de souffrance, c'est quoi comment je peux lui montrer que comment je peux lui montrer que je le comprends, que je comprends bien ses problématiques. C'est ça, c'est fini un peu la méthode en force à la sauvage, à la sauvage avec les grosses ristournes, exactement. les prix barrés, les trucs comme ça. Donc, vraiment donc ça demande de bien développer une empathie, de développer une belle empathie, et pareil, je pense que développer une empathie c'est quelque chose qui s'apprend. Donc vraiment toujours lire plein de livres, enfin tu vois, garder un esprit stimulé. Toutes ces choses-là, bien s'entourer, c'est vraiment clé. Et pour ça, faut pas avoir peur de donner sans attendre de recevoir en retour, de donner de manière inconditionnelle. Ok, cool. Je pense qu'on a déjà bien parlé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je crois que j'ai tout dit. Parfait. Merci Benoît. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de le partager. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les nouveaux podcasts. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les nouveaux artisans.